Donc, bienvenue à tous. Donc, moi, je suis Hélène Campourcy, je suis la fondatrice et présidente de Pinkinov. Pinkinov, c'est une association qui regroupe des hommes et des femmes de l'innovation. Et pendant ce confinement, on a été super active parce que on a fait beaucoup de webinaires et aujourd'hui, on va en faire un sur innover dans un monde complexe et incertain. Je pense que le sujet, il est complètement à l'ordre du jour parce que pour avoir échangé avec beaucoup d'entreprises, il y a énormément de questions qui se posent sur le redémarrage, comment les entreprises voient l'avenir. Est-ce qu'on arrête d'innover parce qu'il faut se concentrer pour remplir les bons de commande? Est-ce qu'on va se digitaliser ou pas? Parce que aujourd'hui, est-ce que c'est les priorités? En tout cas, toutes les entreprises sont en train de redéfinir leurs priorités. Et le sujet, c'est peut-être aussi de partager ensemble pourquoi innover, même dans un monde incertain, est aujourd'hui nécessaire, poussé bien souvent par des événements externes qui nous sortent de nos zones de confort. Mais je crois que par le passé, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont continué à innover, qui ont continué à investir dans leurs priorités et qui, du coup, s'en sont peut-être mieux sorties que d'autres et en tout cas ont gardé un pas sur, je dirais, la concurrence. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de partager 3 retours d'expérience. Les expériences de Sophie Chenel, qui est la CEO, présidente des procédés Chenel, qui est une très, très belle PME internationale. De partager le retour d'expérience sous un angle différent de Grégory Cherbouy de la société Bourbon. Et enfin, d'Inès Martega, qui est de la société Total, pour avoir un panel à la fois PME, à la fois corporate, et de voir comment eux innovent et utilisent l'innovation au service de cette performance. Ce que je vous propose peut-être avant de démarrer, c'est Sophie, Grégory et Maria de vous présenter à tour de rôle et puis ensuite on démarrera ce tour de table. L'idée étant bien évidemment ensuite d'avoir une partie d'échange pour répondre à vos questions, pour partager ce que représente l'innovation au service de la performance, sachant que Pinkinov est dans un esprit extrêmement maker, donc ça sera vraiment très opérationnel parce que l'idée c'est que vous puissiez en tirer des tips, comme on dit, des choses que vous pouvez emporter avec vous qui pourront vous être utiles dans votre quotidien. Donc Sophie, je te laisse te présenter peut-être et puis je vous laisse enchaîner. Oui, alors bonjour à tous et puis merci pour m'avoir invité, c'est sympathique. Moi, je dirige une société qui compte une vingtaine de personnes et qui a 123 ans, puisque je suis en fait la 4e génération d'une boîte familiale dont l'expertise en fait est le matériel de décoration dans les lieux recevant du public. Voilà. Donc, c'est une PME qui a la moitié de son effectif en fabrication. On répond à des problématiques de déco, principalement en papier. Disons que pour faire simple, un archi a besoin de faire un stand ou a besoin de redécorer un siège social ou une galerie marchande. Eh bien, il vient chez nous, il trouve des solutions, il fait son projet et ensuite on fabrique pour lui et on installe. Et en France et à l'international aussi. Voilà. Et c'est une boîte qui fait 3 millions de chiffre d'affaires quand tout va bien. Merci Sophie. Grégory peut-être? Bonjour bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, moi, je suis en charge de la stratégie et de la transformation au sein de Bourbon Offshore. Alors, Bourbon Offshore, c'est une entreprise de services maritimes pour les pétroliers. Donc, très forte culture, beaucoup de principalement composés de marins. C'est 8200 personnes, 88 nationalités réparties sur tous les continents, des bases en Angola, au Nigeria, au Congo, au Gabon, au Qatar, au Mexique. Donc, une entreprise résolument internationale. Et c'est sur 3 lignes business, donc du transport de troupes sur les plateformes, une activité subsea et une activité marine
qui consiste à travailler sur des sujets comme le transport, mais également des opérations techniques sur les plateformes elles-mêmes flottantes pour les déplacer. Donc vraiment une entreprise spécialisée dans le secteur maritime. Et donc, je suis arrivé il y a 1 an chez Bourbon pour travailler sur le plan d'action stratégique qui s'appelle Bourbon in Motion. Merci, Grégory. Bonjour, merci Hélène. En tout cas, merci Hélène pour ton invitation dans ce webinaire. J'en profite pour remercier Lou aussi pour m'avoir introduite dans le réseau Pink & Off. Donc moi, j'ai travaillé pendant une 20aine d'années dans l'IT et le digital. Donc après, j'ai travaillé aussi chez Areva. Et depuis 2015, je suis chez Total avec un projet très particulier dans une des premières boîtes de CAC 40, c'est le fait de déployer l'amélioration continue, presque, je ne dirais pas mais from scratch, mais pas loin. Donc, avec beaucoup d'empowerment et une opportunité vraiment très qui me motive énormément. Donc, je suis ravie de partager un peu mon expérience avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va fonctionner un petit peu en table ronde. On va commencer par Sophie qui va nous partager son expérience. Et la question que moi j'avais à te poser, Sophie, c'est qu'aujourd'hui, tu as une société qui évolue dans un secteur à forte concurrence où l'innovation n'est absolument pas une option, mais bien une nécessité face justement au contexte dans lequel tu es. Et tu as aussi au sein de l'entreprise mis en place une vraie démarche d'innovation qui s'est étendue à tout un écosystème pour créer un matériau éco-responsable puisqu'il est aujourd'hui totalement recyclable. Donc, peux-tu peut-être partager avec nous cette expérience? Quelles ont été les différentes étapes vers lesquelles tu es passé pour arriver justement à ce produit et à cette réussite au final de à la fois la démarche et le plaisir d'avoir un produit qui correspondait à vos attentes et aux attentes du marché aussi. Oui, alors en fait, c'est une démarche qui a été initiée, on va dire, il y a une bonne dizaine d'années. La notion de développement durable, la première fois que j'ai entendu cette expression, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis, comme beaucoup de gens, je pense, développement, je comprends, durable, je comprends, mais développement durable ensemble, c'était quand même une notion, il y a quelques années, pour certains, tombée de loin, quoi. Et c'était aussi une contrainte de plus pour nous, entrepreneurs, souvent. Et donc, voilà, ça, c'était le point de départ, cette espèce on a été un petit peu bousculés dans nos habitudes. Et il a fallu y répondre, en fait. Alors, bon, je vous passe bien sûr toutes les étapes. On a un produit, nous, qui est un composite avec lequel on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce composite, comme son nom l'indique, n'est pas recyclable puisque je ne sais pas reséparer les fibres de ce papier, de ce non-tissé. Je ne sais pas refaire à base de ces… Voilà, c'est trop compliqué de séparer un composite. Et donc, on est passé par plein d'étapes. Si c'est ça ta question, on a essayé de faire quelque chose qui n'existait pas. Et surtout, le fabricant, qui est un industriel français, n'avait bien sûr aucune réponse à ce titre. Et on a été un petit peu la mouche du coche qui se devait, convaincu de recycler ce matériau. Moi, je commande 30 tonnes de ce matériau par an. J'en mets chaque année sur la planète 30 tonnes. Et j'étais incapable d'avoir des solutions. Donc, encore une fois, l'industriel n'a pas aidé et n'aide toujours pas parce qu'en fait, il n'a pas cette agilité. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas, c'est qu'il a des contraintes qui seront certainement remises en question peut-être bientôt. Mais en tout cas, il a jusqu'à aujourd'hui, il savait faire le produit, mais il ne savait pas m'aider à la fin. On a essayé avec des designers de modifier la composition parce que de venir à la base, c'était intéressant de se dire et si on n'en faisait pas un composite mais un produit 100% recyclable, et auquel cas, il répondait plus du tout à notre cahier des charges et plus du tout à notre activité.
Et du coup, on a passé pas mal d'étapes. Le plus compliqué a été de trouver un industriel capable de faire quelque chose pour nous. Et je dirais que s'il y a une innovation aujourd'hui en termes de service, c'est peut-être de mettre les gens en réseau, de mettre les industriels qui ont des capacités industrielles et qui se disent, qui peut-être qui se mettent sur une plateforme en disant moi je suis capable de faire ça si jamais vous en avez besoin. Voilà, ça il n'y a pas du tout de centralisation à ce niveau. Et donc on est passé par plein d'étapes et on a fait plein d'échantillons, on a pas mal de bricolage, on a eu l'université d'Épinal, l'université du Bois qui nous a beaucoup aidés. On est tombé sur des chercheurs qui avaient un peu de temps et qui ont été extrêmement intéressés par notre démarche. Voilà, et aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne. Ça veut dire que tu as allié d'un côté le côté académique, le côté industriel, les designers, donc créer un écosystème qui est arrivé à vous apporter un produit aujourd'hui totalement recyclable. C'est exactement ça, mais ça n'a pas été fait avec une stratégie au départ. Ça a été du tâtonnement, très opérationnel, très empirique, né d'une volonté, comme je disais au départ. Après, c'était plus souvent on me souriait comme ça en disant ouais c'est ça, elle est un peu obsédée par son truc. Mais voilà, en fait, ça a été plus on arrivait à avoir des pistes, et plus c'était évident, et plus c'était excitant. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'entreprise, elle a pris un nouveau souffle avec cette innovation, et les commerciaux, ils sont heureux, quoi, parce qu'ils ont une solution à proposer. Nos clients sont des gens très, très difficiles, enfin très très experts. Et c'est ça qui est vraiment bien parce que c'est des gens qui ont besoin de choses nouvelles et qui se posent beaucoup de questions. Et ils travaillent pour des clients, donc c'est des prescripteurs. Et on a beaucoup de chance, on a des gens très réceptifs et qui nous motivent beaucoup. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour faire travailler tout le monde en écosystème, innover ensemble? Le plus difficile… Ou les étapes incontournables? Les étapes incontournables, j'ai envie de vous dire, c'est quand vous commencez à mettre des lignes sur un budget et de solliciter un peu de budget pour ça, parce que une PME, elle doit continuer à fonctionner avec ses habitudes, avec sa démarche mercantile. Et ça, c'est un développement d'assez long terme. Donc, on a essayé de trouver un peu d'argent pour nous aider. Et du coup, on a sollicité la BPI pour avoir un PM-Up. Donc, voilà. Donc ça, c'est assez lourd pour une PME de remplir les tableaux, voilà, de convaincre l'administration. Et heureusement que c'est difficile parce qu'on ne se coupe pas le cocotier simplement voilà, pour les deniers de l'État. Mais effectivement, ça, ce n'est pas tout à fait facile. L'administration fiscale perd le dossier une fois, deux fois, trois fois. Voilà, il y a des choses un peu compliquées. Après, le reste, c'est du temps. Et encore une fois, si j'avais une équipe plus forte autour de l'innovation, j'irais plus vite. Mais je suis la seule à porter ce truc-là au sein de la société. Merci Sophie. Peut-être Grégory, pour partager ton expérience au sein de l'entreprise. Quels sont, chez vous, en tout cas, dans les projets que tu mènes, les prérequis et les phases clés de votre côté pour réussir justement les phases de transformation, de passer de l'innovation comme un vrai levier aussi de performance? Est-ce que tu vis les mêmes problématiques que celles que vit Sophie, de se créer un écosystème parce que petite PME, 20 personnes, et que il n'y a pas de service innovation, R&D ou autre? C'est Sophie qui le porte, elle le dit, et souvent c'est comme ça, c'est le dirigeant qui le porte. Quelle est la position gérée d'un corporate sur toutes ces phases qui sont des vraies logiques de transformation aussi d'entreprise?
Aujourd'hui, au sein de Bourbon, nous avons un programme important de transformation digitale. Ce programme est drivé directement par une unité opérationnelle. Et, euh, et aujourd'hui, je dirais pour le corporate qui arrive en appui, l'une des phases réellement importantes, c'est toute la partie méthodologique et cette phase préparatoire. Évidemment, l'enjeu, c'est de travailler en mode, je dirais, le plus frugal possible, de limiter au maximum les CAPEX. Et la phase amont d'une approche, je dirais, de performance, si on prend un DMAIC classique, la partie définition du projet, la mesure et l'analyse, aujourd'hui, je dirais, le corporate essaie d'accompagner les unités opérationnelles pour que cette phase soit réalisée avec le plus de rigueur possible. Puisque, en effet, si vous n'avez pas votre point zéro pour donc savoir quelle est votre performance à date, il est compliqué de savoir si vous avez progressé ou pas. Et donc, c'est tout un appui méthodologique aujourd'hui que l'on déploie auprès des unités opérationnelles, je dirais, sur finalement tout le plan stratégique. L'innovation est un sujet clé. Vous avez aussi les plans, des sujets de rationalisation, de simplification. Et finalement, on applique également les mêmes méthodes, donc une définition, une mesure et une analyse. Et après, ce qui est intéressant dans les démarches d'innovation, c'est la notion de co-construction. Les approches traditionnelles, c'est le point, on sait à peu près d'où on part, le point B est défini, allons-y, allons vite. Aujourd'hui, notamment dans les phases de transformation digitale, vous êtes obligé de travailler en coopération, vous êtes obligé de travailler en co-construction, particulièrement lorsque vous êtes dans un environnement multiculturel. Aujourd'hui, l'attente des managers, c'est d'être sollicité en amont pour définir finalement le point B vers lequel vous devez aller. Et c'est tout ce travail auprès des unités opérationnelles que moi et mon équipe, nous faisons. Après, je dirais, c'est les parties les moins show-off, puisque l'innovation dans une démarche de performance, je dirais, arrive un peu plus tard. Et aujourd'hui, c'est les unités opérationnelles qui aujourd'hui traitent. Après, si on prend spécifiquement le sujet de la transformation digitale, il y a un élément qui aujourd'hui, moi, me semble essentiel pour réussir la transformation. C'est la compétence. Il est critique lorsque vous menez une démarche de transformation digitale sur vos process dans une logique de simplification, de travailler sur un binôme. Le binôme, c'est une personne qui a des fondamentaux importants en ligne, en process, qui a, je dirais, cette sensibilité-là. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour faire une transformation digitale. Il est impératif qu'il y ait une deuxième personne qui soit à ses côtés, qui est l'expert technique et technologique, qui a, je dirais, une vision de l'architecture système, qui comprend la notion de système. Et c'est aujourd'hui des profils qui sont pris d'assaut sur le marché et qu'il faut absolument protéger et mettre en visibilité. C'est fini le temps où une personne en fait décide. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une entreprise, il y a un peu libéré. Ce n'est pas les grades qui doivent parler, mais bien la compétence et cette compétence, peu importe où elle est dans cette entreprise. Et mon travail consiste avec mes équipes à identifier, je dirais, les bonnes personnes, également avec la direction des ressources humaines. Donc, c'est tout un travail de transformation qu'on essaye réellement de mener. Et je dirais, ça va même jusqu'à un programme de transformation culturelle qu'on a développé pour mettre la cale, en fait, pour que je dirais l'amélioration ne se perde pas. Donc, c'est basé sur un double aspect de la formation, donc des programmes de formation. Donc, déployer ni plus ni moins la culture du Lean Six Sigma en interne. On a commencé par déployer des formations Green Belt. On veut renforcer les formations Black Belt. Évidemment, les certifications doivent être soumises à l'expérimentation. Et également, à côté de ça,
le déploiement du mode projet, mais un mode projet dans lequel on intègre réellement des sujets pour pouvoir traiter les sujets digitaux, du Scrum, de la démarche agile, etc. Le sujet clé, c'est que le métier soit en capacité de parler aux experts en digitalisation. Et ce n'est pas naturel, c'est deux schémas complètement différents. Et c'est là où il y a un gros travail sur l'écoute, la confiance et évidemment la formation. Justement, par rapport à ce que tu dis, d'un côté, il y a toute cette co-construction qui est faite aussi avec des opérationnels, mais on sent bien entre ton discours et celui de Sophie, en tant que votre retour d'expérience, autant on voit chez Sophie un côté performance extrêmement rapide, hein, sur l'entreprise, autant là, et tu l'as dit, on le voit un peu plus tard parce que c'est mesuré par d'autres équipes plus business à qui le projet était destiné et autres. Comment tu arrives du coup à avoir une bonne vision de la réelle performance de tout ce que vous avez créé et qui est du coup sur peut-être un temps plus long ou une démarche plus longue que celle qu'on peut avoir dans une entreprise comme une PME où c'est le CEO qui voit carrément si c'est efficace ou pas? Alors, je dirais que ma réponse va être simple. C'est un travail au quotidien directement avec les patrons des unités opérationnelles et du PDG. Tu parles là, tu viens, Hélène, de parler de l'enjeu majeur, la vitesse. Et ça concerne Sophie, Maria-Inès, comme moi chez Bourbon. On a un enjeu de vitesse qui est primordial. Sur les sujets de transformation, nous sommes obligés d'être de tester, d'expérimenter. On ne peut pas attendre d'avoir un cahier des charges complètement structuré, nickel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ce travail. Néanmoins, on est obligé d'expérimenter. Par rapport à la mesure, moi, mon métier est résolument transverse. Je suis du pur matriciel, mes équipes également. Donc nous, on vient ni plus ni moins se greffer dans les équipes, au sein des équipes pays, au sein des unités, au sein des stand-alone compagnies qui pilotent les 3 lignes de business que j'évoquais. Et nous travaillons la mesure directement avec eux. Si nous ne travaillons pas de cette manière, tu as tout à fait raison, nous serons en incapacité de déployer des méthodes homogènes, nous serons en incapacité de mesurer cette performance. Et donc, je dirais, le travail et les résultats attendus du plan d'action stratégique ne seront pas au rendez-vous. Et c'est tout un travail, c'est un travail du quotidien. Moi, mes équipes, en ce moment, travaillent de manière quotidienne avec les unités angolaises. On travaille dans ce mode de co-construction. On produit pour eux aussi. Je pense que c'est important. On ne se positionne pas du tout comme des donneurs de leçons, mais l'idée est bien en gros, plusieurs cerveaux autour de la table, ça vaut mieux qu'une seule personne, je pense. Merci beaucoup. On voit bien qu'il y a un vrai enjeu de gouvernance dans ce que tu viens de dire. Et donc, du coup, Maria-Inès, la question c'est, quand on a un enjeu de ce type de gouvernance, quand on parle que l'innovation peut apporter une vraie création de valeur, est-elle une alternative à un certain nombre de décisions? Parce qu'on parle de performance, parfois on innove pour réduire les process de production, pour optimiser les coûts, voire restructurer certaines activités. Quelle est ton expérience par rapport à ça, de mettre l'innovation au cœur justement d'une refonte, d'une transformation complète d'entreprise, voire de restructuration? Je pense que ton micro, il faut que tu es ton micro. Tu es en mute. Est-ce que je partage mes slides ou vous préférez… Oui, si tu veux, avec plaisir. D'accord. Est-ce que ça marche? Oui, c'est parfait. En tout cas, moi, j'espère que tout le monde a. Donc, moi, je préparais qu'est-ce que live, mais avant de répondre à ta question, une des expériences que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veut mettre toutes les activités transverses dans des silos. Et des fois, il faut essayer plutôt de
de dire qu'on vise tous les mêmes objectifs. Donc, pour moi, il n'y a pas d'innovation, par exemple, s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'amélioration de la performance. Donc, pour être compétitif dans un environnement en rapide évolution, et nous, avec les prix du pétrole, on le sait bien, les entreprises doivent être capables à la fois de s'axer sur l'amélioration continue et l'innovation. Donc, une autre chose importante, c'est la notion d'amélioration continue. Des fois, les gens pensent, ah, c'est que des petits pas, et non, on inclut aussi dans l'amélioration continue tous les projets de rupture par rapport à l'existant. Et dans les deux cas, et c'est sur ça que je vais baser ma réponse, Hélène, dans les deux cas, l'innovation doit être au cœur pour satisfaire les besoins des clients. Soit dans l'amélioration continue à petits pas, soit dans les projets de rupture. Donc, pour répondre à ta question, nous avons besoin de changer nos paradigmes afin de faire face aux nouveaux défis économiques. Quel paradigme? Passer de la culture de coût à celle de la création de valeur, développer l'intelligence collective et la construction, et ça, je rejoins ce qui vient de dire Grégory, et je sais que tu tiens à cœur ça. Passer d'un style de management fonctionnel à un leadership qui cherche l'optimisation du système, et d'autres mots, un chef d'orchestre, un maestro dans une grande entreprise, plus qu'un chef fonctionnel qui travaille en silo. Donc, les organisations ont besoin de revoir et d'échanger leur façon de travailler. Et le premier défi serait de changer nos paradigmes et passer de la réduction des coûts à la création de valeur. Pour ça, je propose d'être décalé. C'est-à-dire que quand on arrive dans une société, une entreprise, on ne connaît pas grand-chose et on doit tout mettre en place. Il faut être un peu décalé, c'est-à-dire de construire une nouvelle approche en se positionnant sur un terrain différent de celui déjà existant. Dans un premier temps, rester complémentaire et valoriser tout ce qui est déjà fait pour améliorer la performance. Chez Total, les gens sont super orientés performance, ils sont top. Donc, ça n'a pas été très difficile de trouver quand même un chemin pour y arriver. Pour l'illustrer, je peux vous donner deux exemples. Ça existait déjà chez Total quand je suis arrivée, une initiative de réduction des coûts qui était déployée depuis 2 ans, où il y avait une approche bottom-up, des idées pour réduire les coûts. Et donc, nous avons donc placé en complément l'amélioration continue en tant que création de valeur à la réduction des coûts et avons capitalisé sur tout le travail déjà fait. En reconnaissant ce travail, par exemple, nous avons introduit comme premier niveau dans la roadmap d'amélioration continue l'approche bottom-up. Un autre exemple, un prix d'innovation sous forme de concours était très, très bien organisé et nous avons choisi de ne pas créer un circuit parallèle. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, OK, les projets de l'amélioration continue, des projets, ils vont systématiques, on va les inviter systématiquement, quand les projets le méritent, bien sûr, à y participer, au concours qui existait déjà. Donc, le but de la performance reste de satisfaire les besoins du client. Donc ça, on l'a toujours en tête. Et la création de valeur doit se mesurer donc par rapport à la capacité à améliorer la qualité des livrables et l'efficience des processus. En d'autres termes, faire le juste nécessaire pour répondre à une qualité, quantité et surtout les délais par rapport aux besoins clients. J'avais un chef écossais qui disait juste nécessaire des ressources et des moyens. Donc, la réduction des coûts est un vue assez limité de l'amélioration de la performance. Les lignes de coûts pilotent les décisions pour le management de la chaîne de valeur. En d'autres termes, les décisions sont prises en fonction des coûts. Donc, la proposition est de miser sur la pérennité. L'objectif est de fournir une création de valeur pour assurer la durabilité à long terme. Et il y a ainsi un impact significatif sur le cash flow en se basant sur une écoute client qui permet de mieux comprendre. Et là, c'est la clé, c'est que le client est prêt à payer. Et donc, les coûts doivent être une conséquence de l'amélioration de la performance et non pas un but en soi. Donc, les bénéfices faits
ou économies faites peuvent être réinjectées, par exemple, dans les nouvelles lignes de produits, créant ainsi de la valeur visant la croissance. Donc, dans ce modèle, les coûts d'économie sont gérés en réduisant la non-qualité, la livraison à temps, en saisissant les opportunités et en intégrant les stratégies de croissance par tous les actifs. Donc, voilà un petit peu le mot-clé, plus que jamais aujourd'hui, c'est innover. Sinon, on n'arrivera pas. Et pour réussir, je crois fortement qu'il faut créer une conscience collective à travers un alignement de la stratégie avec les objectifs stratégiques de l'entreprise et réussir, et je ne dis pas qu'on a encore, nous, on a chez Total un chemin à faire, mais on y est, on est dans ce chemin et réussir à les décliner dans tous les niveaux, dans toutes les entités. On a une image toujours en tête, c'est que tout le monde rame dans la même direction. C'est un processus qui doit permettre de co-construire un sens commun, et là on revient à ce qu'a dit Grégory, en partageant surtout les objectifs et les risques. Je pense qu'il ne faut pas oublier le risque, parce qu'il faut les risques et il faut aussi le droit à l'erreur. Donc, je voudrais revenir sur le choix du verbe co-construire, mais ça a été déjà évoqué. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais quand vous finissez vos projets d'amélioration ou une workshop, tout le monde dit « Ah, c'est du bon sens ». Oui, mais au départ, on l'a co-construit le bon sens. Au départ, le bon sens, à mon avis, ça c'est très personnel, ça n'existe pas. Chacun a le sien. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous démarrons par un workshop d'alignement des acteurs d'un CODIR, d'une entité autour de la stratégie et du plan d'action en matière d'amélioration de la performance et de l'innovation. Donc, une équipe de direction doit savoir répondre à la question comment notre équipe contribue à atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, il s'agit de construire la vision à long terme, le sens de là où le management ou l'entité veut y aller. Et je rigole un peu parce que vous ne voyez pas mes mains, mais je parle quand même avec mes mains. Tu n'es pas la seule. Voilà. Et d'innovation et prioriser les actions à mener à court et moyen terme. Donc, cela permet de mettre les équipes en mouvement, que c'est le premier pas du changement. Donc, je pense que innover, c'est vraiment l'affaire de tous. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il faut étendre le terrain des jeux. Permettre à chaque collaborateur d'être impliqué et reconnaître sa contribution. Donc, cela se joue sur le terrain. Il faut intégrer la culture de la performance à tous les niveaux de l'entreprise. Innover est vraiment l'affaire de tous. Avoir des idées et les transformer en valeur. Il s'agit de viser à satisfaire les clients en s'appuyant sur les femmes et les hommes, tous acteurs de l'innovation au plus près du terrain. Vous avez déjà entendu sûrement que dans les principes de l'amélioration continue, on affirme que les personnes qui font une activité sont celles qui connaissent le mieux les opportunités d'amélioration. Donc, des fois, il reste simplement à leur donner la responsabilité d'innover indépendamment du niveau dans l'organisation. Et c'est le côté en anglais, je ne sais pas si c'est facile à traduire en français, j'ai toujours des difficultés de dire « empower people ». Mais le faire vraiment. Si on accepte de passer de la culture de coût à la culture de création des valeurs et qu'on embarque tous les collaborateurs, le champ des possibles est beaucoup plus grand. Donc, pour cela, il faut saisir toutes les opportunités et les manager au bon niveau. Collectivement, nous devons atteindre les objectifs stratégiques. Donc, les opportunités sont à saisir. La résolution des problèmes, des nouveaux business, les challenges climatiques aujourd'hui, par exemple chez Total, c'est très très important, c'est un des objectifs stratégiques de Total, un nouveau design, un nouveau client, et c'est toujours s'assurant de répondre aux attentes clients. Pour cela, nous avons besoin de changer notre paradigme, que c'est le leadership. Et la question qu'on peut se poser, si nous avons le bon niveau ou les bonnes compétences et les bons leadership. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de leadership. Il est indispensable d'aligner les comportements managériaux à la recherche d'une réussite collective. Cela passe principalement par l'empowerment de chaque acteur de l'entreprise en tant qu'acteur du changement et moteur de l'amélioration de la performance et de l'innovation. Donc, le nouveau leader doit
stimuler l'intelligence collective, doit savoir partager les ressources et pas penser qu'ils sont qu'à eux, encourager la créativité, enfin être à l'écoute des solutions out of the box. Donc pour améliorer la performance, je me pose la question, ne serait-ce pas une alternative valable que de capturer toutes les améliorations possibles? Je me pose souvent la question, combien d'argent est perdu chaque jour du fait de n'envisager l'innovation que dans un périmètre réduit et à fort investissement? Donc, pour compléter la réponse de Grégory par rapport à comment mesurer la création des valeurs, depuis le début de mon exposé, j'insiste sur l'importance de l'alignement pour la réussite du changement. Et donc, pour développer la culture de la création de valeur, nous devons être capables de la mesurer. Au-delà ou en deçà même de la réduction des coûts. Ainsi, pour accompagner les différents indicateurs opérationnels comme le nombre de projets, le nombre de nouvelles idées, la participation aux défis, je pense que nous devons mettre en place un système pour monétiser la création de valeur. Et cela inclut évidemment la réduction des coûts, mais aussi les gains de productivité, la génération de nouveaux revenus, les opportunités d'éviter des coûts pas nécessaires et la gestion du cash. Et nous avons aussi, et ça a été vraiment demandé chez Total, une catégorie pour mettre en lumière les améliorations intangibles, comme l'amélioration de la motivation des équipes, facteur aujourd'hui très important, mais difficilement monétisable. Mais c'est très important, par exemple, pour attirer de nouveaux talents, pour recruter. Donc, clairement, quand vous voulez faire une réconciliation, seulement la réduction des coûts et l'amélioration du revenu ont un impact direct sur les PNL. Les coûts évités impactent, et ça, dans une société avec un fort impact CAPEX, on va dire, les coûts évités impactent généralement le futur de l'entreprise puisqu'ils visent à améliorer les choix d'investissement. La catégorie productivité permet de valoriser, monétiser les gains d'efficacité d'une organisation. Par exemple, en faire plus en moins de temps. Il est important de signaler que ce modèle doit être partagé et adapté à la culture de chaque entreprise. On ne peut pas faire un copy-paste. Ça ne marche pas dans la performance. Il faut embarquer les parties prenantes et parler le bon langage. Chez Total, pour y parvenir, j'organisais plusieurs workshops pluridisciplinaires avec des financiers et des opérationnels avant présentation au top management de la branche pour accord. Aujourd'hui, ce système de monétisation de création de valeur est utilisé pour reconnaître la valeur ajoutée des projets d'amélioration dans plusieurs branches. Et à l'heure actuelle, un nouveau projet vient d'être lancé pour rendre le système plus robuste. Et parce qu'on veut l'utiliser à large spectre. D'accord? Donc, pour finir, simplement dire que l'humain restera au cœur de l'innovation et de la performance. Je pense que c'est très important. On travaille, il faut changer la façon de travailler et c'est l'humain qui fait la différence. Voilà. Merci beaucoup, Maria-Inès. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait un échange complètement ouvert sur le sujet et que vous puissiez poser vos questions à Grégory, à Sophie, à Maria-Inès, ou voire même que vous puissiez vous aussi partager des expériences vécues qui peuvent enrichir ce qui a déjà été dit. Donc, à vous la parole. Qui se lance? N'oubliez pas de vous unmute avant de parler. Est-ce que je peux lancer une question, Hélène? Oh, bien sûr. À Grégory, parce que justement, on a parlé de cette… J'en ai pour tout le monde, mais je me limiterai à une parce que comme ça, je laisse un peu de temps aux participants de préparer leurs questions. On a parlé justement de l'innovation disruptive et de l'innovation plutôt incrémentale. Dans votre domaine qui me paraît lourd, hein, enfin, c'est vraiment une industrie avec des process qui, j'imagine, sont
très élaboré et pas facile sans doute à changer. Est-ce que vous faites de l'innovation disruptive? Est-ce que c'est souhaitable parce que j'imagine qu'il y a un grand niveau de risque? Et si oui, si vous recherchez en fait ou si vous en faites, comment est-ce que vous trouvez les domaines de disruption? Alors, aujourd'hui, l'innovation qui est drivée chez Bourbon, c'est une innovation sur les processus et les procédés, sur les manières d'opérer. Donc, je dirais que ça part d'un existant fort et d'une compréhension des processus, je dirais, à date, sur lesquels l'enjeu, Marie-Agnès parlait tout à l'heure de simplification, de réduction des coûts. L'objectif, c'est de voir quel est le niveau de couche digitale on va pouvoir intégrer pour simplifier les lead time, etc. Donc aujourd'hui, l'innovation telle qu'elle est appliquée au sein de Bourbon est avant tout une innovation sur les processus. Donc nous ne sommes pas, je dirais, sur de l'innovation de rupture où, en gros, nous devons développer de nouveaux matériaux. Par contre, on a un enjeu clé qui sera à un moment le make or buy. C'est-à-dire que pour développer le digital dans une entité comme Bourbon, à un moment, une roadmap sur les compétences doit être développée pour intégrer au fil de l'eau et pour accompagner la croissance de l'entreprise, donc pour faire intervenir je parlais des Scrum Masters, peut-être des Rapid Coders. Et la question, et c'est là où c'est une vraie question stratégique, où allons-nous mettre le curseur sur ce make or buy? Et c'est là, je dirais, où nous en sommes dans la réflexion, sachant qu'il y a des actions très, très concrètes qui sont aujourd'hui lancées et avec des tests sur les bateaux qui sont déjà on track. Mais il n'y a pas d'innovation de rupture. L'idée, c'est d'utiliser des commercial on the shelf pour justement simplifier nos processus, trouver des gains de performance, etc. D'accord. Merci. Par contre, l'appétit vient en mangeant. Mais forcément. Très clairement, la simplification est aussi une réponse à l'innovation de rupture. Hein. C'est compliqué de faire simple. Absolument. D'autres questions, partage d'expérience? Vous êtes timide? Oui, Sophie. Bonjour. 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 Vous m'écoutez? Oui. Je m'appelle Alessandra Orlando. Je travaille pour Herman Miller comme Global Account Manager. Et j'ai une question pour Maria Inés Ortega. Je la remercie pour sa exposition de la thématique de l'innovation parce que vraiment a été une leçon de management très pertinente et très intéressante parce qu'elle a touché des sujets très importants dans la vie managériale d'une entreprise qui a comme objectif la création de valeur. Et je voudrais lui demander si, à son avis, une autre parole clé dans l'innovation peut être l'espace de travail. En quelle mesure aussi la conception de l'espace de travail peut aider la création des valeurs et l'innovation aussi. Merci Alessandra. Clairement, l'espace de travail est important. Et quand on est dans un espace où on peut créer facilement, déjà dans une salle de réunion, vous avez de la lumière, parce que des fois, ça nous arrive d'avoir des salles de réunion à la Défense où il n'y a pas de lumière. Donc, c'est clair que l'espace de travail, les espaces partagés, mais aujourd'hui, mon expérience, surtout
en France, des boîtes françaises, je dirais, on est en train d'aller dans ce sens-là, mais on n'est pas encore prêt. Total est en train de construire une nouvelle tour où cette nouvelle façon de travailler va être beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, on met des salles de convivialité, on fait des salles de réunion plus, où on peut mieux travailler et collaborer. Et en rajoutant qu'aujourd'hui, avec le Covid, on revient beaucoup à la facilitation ou au post-it virtuel. D'accord? Donc, on fait beaucoup en virtuel. Aujourd'hui, un des challenges du virtuel, c'est le mixte entre le virtuel et les salles de réunion. Ça va être vraiment un challenge parce qu'en général, les salles qui sont dans la salle de réunion oublient les gens qui ne sont pas. Donc, ça va être un vrai challenge. Je pense que oui, que l'espace de travail est un moteur. Ça aide énormément à mieux travailler ensemble. Et par contre, ça ne doit pas être un frein. Il faut y aller quand même. Parce que nous, par exemple, quand on va sur site et quand on arrive en une semaine, on change complètement la façon de travailler. Complètement. On change les routines, managers et tout. Sur les sites, plus que l'endroit sur les sites, sur les plateformes en mer, par exemple, le seul endroit où vous avez pour faire quelque chose, c'est l'endroit où on mange. Il n'y a pas vraiment de... Donc, il faut être créatif aussi et rendre ces espaces plus faciles à travailler. Mais c'est clair que quand on est dans un environnement beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus facile. Et nous, je me rappelle, avec Grégory et Lou, on a partagé notre expérience chez Areva. On avait beaucoup misé sur ça et on avait des salles vraiment de créativité où on pouvait même expérimenter des choses. Donc, c'était très, très important. Merci vraiment, très grand merci pour votre explication. Merci encore. J'aimerais bien poser la même question à Sophie. Sophie, quand vous avez tous innové, est-ce que il y a eu un endroit spécifique, un endroit spécial où vous avez été? Est-ce que ça s'est fait parce que je pense que les conditions ne sont pas les mêmes dans les grands groupes que dans les petites PME. Est-ce que vous êtes sorti de l'entreprise ou justement ça a été là où il y avait la production parce que un rapport beaucoup plus court aussi au test and learn? En fait, nous, les bureaux sont accolés à l'atelier, donc c'est vrai qu'on est toujours en lien avec ce qui se fabrique, en lien avec les demandes des designers. À chaque fois, c'est un projet innovant, donc c'est vrai que être proche de l'atelier, c'est une grande chance parce qu'on voit naître les choses, les belles choses, qui peuvent ensuite se transformer en système qu'on peut dupliquer. Mais les processus d'innovation, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'aime beaucoup visiter les usines. J'ai appris, par exemple, qu'une petite guirlande de Noël sur une bobine de 30 000 mètres linéaires va permettre au produit d'être antistatique. Et si je n'avais pas visité cette usine, si je n'avais pas été au fond du truc, je n'avais pas vu cette petite guirlande de Noël toute moche, j'aurais jamais su cette particularité-là, en fait. Bon, ça, c'est une anecdote, mais c'est vrai que de visiter les usines, de connaître les outils de production, enfin, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire la curiosité, elle doit nous amener à changer de lieu, à changer de cadre, à parler à tout le monde. Nous, on a une chance folle parce qu'on travaille énormément avec les étudiants en archi d'intérieur, en design. Et eux aussi, ils apportent une fraîcheur. On leur parle plus de bureau à bureau. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être très flexible, ne pas avoir de cadre fixe. Effectivement, être ouvert à tous. En fait, j'avais oublié au départ que vous m'aviez demandé de faire une petite présentation. Et quand je vous ai parlé de l'innovation, je voulais vous montrer une petite photo à quoi ça ressemblait en fait. Vas-y, Sophie, tu on est toutes curieuses. Montre-nous. C'est le teaser. Voilà, tu partages ton écran et tu nous montres. On est en famille. Voilà, je partage. En bas de votre fenêtre, vous avez partagé. Et là, il faut ouvrir votre photo sur votre desktop, par contre. Comment ça?
Je sais, ah, voilà, partager l'écran, c'est bon pour vous? Voilà, Voilà, ouais. parfait. Voilà. Et du coup, j'avais cette petite présentation qui va durer trop longtemps. Donc, l'idée, c'était ça, c'était aussi de solliciter tous les designers, de solliciter beaucoup de gens pour trouver des pistes. Donc, on a eu plein de pistes. Et aujourd'hui, voilà, ça, c'est des essais. Aujourd'hui, on transforme nos déchets grâce à une usine qui transforme déjà le Tetra Pak. Alors là, la photo qu'on Euh, voit, Sophie, c'est une photo, c'est une bande dessinée. I see by your resume that you're a black woman. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez montrer. Ah bah non, ça c'est mon fond d'écran, alors il y a un problème. Il faut ouvrir l'image. Il faut ouvrir l'image et la partager ensuite. D'accord. Alors, du coup, je suis désolée. Là, il faut arrêter de partager. Voilà, là, il faut arrêter de partager. Il faut arrêter le partage. Et voilà, vous ouvrez le document que vous voulez nous montrer et vous le partagez. Désolée. Non, mais ce n'est pas grave. D'accord. Et du coup… Comme quoi, le digital… Ça s'apprend. Et si on utilise un autre outil, c'est encore différent. Donc. Alors, d'accord. Du coup, là, j'ai ouvert l'image. Donc, maintenant, si vous faites partager, vous allez la choisir et on devrait la voir. D'accord. On va tester. Je partage. Partager l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, on voit toujours votre champ d'écran. Bon, bah, je suis désolée, ça n'a pas marché aussi l'autre fois à un autre webinaire. Donc, d'accord. Je suis désolée. Bon, donc, bah, je vais noter ça, améliorer pour une prochaine fois parce qu'on a des fois des petits soucis. Bah, alors là, vous pouvez arrêter le partage, c'est mieux de vous voir vous. Je suis désolée. Du coup, bah, c'est une plaque rigide, mais je peux vous la montrer comme ça en fait. Ah oui, ah ouais. Voilà. Bon, là, c'est un test de collage, donc ça colle. Voilà, on fait tester. On a d'un papier et de plein de déchets, on a réussi à faire une plaque rigide. Moi, j'ai une question, Sophie, sur l'exemple que vous avez donné. Alors, j'ai retenu que vous êtes à la recherche d'une marketplace de durable, que ça serait vraiment l'idéal. Ouais. C'est une super idée. Est-ce que vous avez fait breveter le nouveau produit? Vous avez travaillé avec la recherche pour votre nouveau remplacement du composite. Est-ce que ça a donné lieu à un brevet ou c'est trop compliqué ou ça ne valait pas la peine au niveau création? Alors, en fait, ce n'était pas vraiment possible de breveter un matériau parce que bah, c'est déjà breveté par l'usine qui fait le Tetra Pak. Le process n'est pas brevetable puisqu'il est déjà breveté. Le déchiquetage, rajout de polyéthylène et pressage à chaud. Donc ça, c'est déjà un brevet mondial en ce qui concerne le Tetra Pak. Et la deuxième chose, c'est que nous, on travaille avec une ressource exclusive. On fabrique exclusivement ce produit. Du coup, la source qui fait l'objet de la chute et qui fait l'objet du nouveau matériau, elle est contrôlée en amont, je dirais. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de partager le plus possible le process et de le mettre au point dans tous les pays où je revends mon produit, ou bien dans tous les pays où les gens ont ce type de problématique. Et en fait, le partage dont j'ai souffert pendant longtemps, le partage d'informations, moi, je pense que c'est ça l'innovation, en fait, aussi. C'est que moi, je ne veux pas garder pour moi cette histoire-là. Parce qu'à terme, je pense que c'est de l'innovation positive, c'est d'aider les gens aussi à résoudre leurs propres problèmes et à créer comme ça un monde meilleur. Je ne suis pas non plus si naïve que ça, mais je pense que c'est par ce partage-là qu'il est intéressant de se développer. Oui. J'ai répondu à votre question. Ah, tout à fait. J'avais un article très intéressant sur Share Your Secret Sauce qui justement était dans cette veine où parfois c'est contre-intuitif de partager et donner la transparence aux informations, mais en fait ça crée de la valeur et ça permet de générer aussi. Mais c'est pas toujours évident de le faire. Surtout dans ce domaine parce que encore une fois, nous on est un maillon de la chaîne.
on essaye d'être une chaîne vertueuse. Et sur ce domaine-là du développement durable, on nous attend au tournant. Il n'est pas question de faire du greenwashing qui serait vraiment contre-productif. Il faut être le plus transparent possible. Moi, je filme les usines avec qui je travaille. Je supporterai pas qu'on me dise oui, oui, Sophie, on va fabriquer votre truc, mais on ne peut pas vous dire qui le fait, parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'identifier comment ça se passe. Les analyses du cycle de vie, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment généraliser. Il faut qu'on connaisse les points d'amélioration possibles. Et c'est pas en mettant un écran. Voilà. Nous, par exemple, je peux vous donner un petit exemple. Dans l'exposition, il y a une gestion des déchets qui est très complexe, puisque c'est du temps. Si vous voulez récupérer tout le tapis moquette d'un salon, il faut qu'il n'y ait plus de public. Il ne faut surtout pas démonter les stands, etc., parce que là, c'est la cacophonie. Et vous ne pouvez plus récupérer les moquettes. Il faut que les moquettes soient assez propres pour qu'ensuite elles soient recyclées. Et ce temps-là, aujourd'hui, il n'y a aucun organisateur français qui dépend des parcs d'exposition qui est capable de le donner. Donc, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas une... Dans les salons, on jette énormément de choses. Il y a énormément de choses d'utiliser pour 3, 4, 5 jours. Et il n'y a pas la gestion des déchets est extrêmement opaque. Si vous voulez savoir ce que devient une poubelle dans un parc aujourd'hui, voilà, il y a des prestataires qui vous disent que tout ça est bien géré, qui vont transformer tout ça en petites pantoufles, ou bien voilà, mais tout ça ne se fait pas. Donc c'est là où il y a des gros progrès à faire, et c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Et il faut trouver une valorisation, il faut trouver effectivement la possibilité de monétiser toutes ces avancées et enlever cet écran de fumée qui nous bouffe et qui nous tue. Dans l'exposition, il y a beaucoup de progrès à faire. Et malheureusement, l'exposition aujourd'hui est très stigmatisée et stoppée totalement dans son développement. Moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. Sur le sujet du partage de la secret sauce, je me demandais si ça ne dépendait pas un petit peu du marché, dans le sens où c'est peut-être valable dans le cadre où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, mais dans un marché où il y a peut-être moins de demandes et plus d'offres, c'est peut-être un élément à garder, à protéger. Je ne sais pas, c'est une question peut-être naïve. Il n'y a pas de questions naïves, il n'y a que des bonnes questions. Qui se lance à répondre sur la secret sauce? La secret sauce, c'est aussi du design de service. Je pense qu'il y a une nécessité de partager quand on sait qu'on ne peut pas résoudre les choses seul. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que le fait de donner beaucoup de choses, beaucoup d'informations, d'être très transparent, en retour, mais c'est une posture, en retour, vous recevez énormément. Après, je ne suis pas non plus... je pense que si Total a trouvé le carburant de demain qui ne pollue pas, il sera enclin à en garder le secret, bien sûr. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas, mais c'est clair que je partage que c'est une posture. Parce que quand on arrive quelque part et on partage tout ce qu'on a et on invite les autres à partager, par exemple, moi, je commençais dans la branche exploration et production, les déploiements il y avait des expériences avant, mais le déploiement de l'amélioration continue en marketing et services, il s'appuyait complètement. Nous avons tout partagé, tout. On n'a pas mis des freins. Donc, je pense que c'est un changement à faire. Je pense que le monde de demain, et quand vous parlez avec les jeunes, moi, j'ai une fille très
pushing. Et c'est clair qu'ils attendent de nous qu'on partage, qu'on trouve des solutions rapides, surtout au problème du climat. Et je pense que sinon, on sera rattrapé plus tard. Donc, je pense que je partage ton avis, Sophie, par rapport à la posture et ça doit s'appliquer partout. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Il y a quand même ce côté garder voilà, l'avance technologique par rapport aux autres. Merci. Est-ce qu'il y en a encore le temps pour une dernière question? Bonjour, donc excusez-moi, j'ai un problème avec la caméra que je n'ai pas réussi à la mettre en place. Donc, en effet, donc, merci à tous les trois, c'était vraiment passionnant de vous entendre chacun dans votre témoignage. Donc, je voulais pour Marie-Agnès, donc c'est une question parce que la notion de changer de modèle de leadership, la notion de maestro, donc, ouais. vous avez parlé. Donc, dans les stimulations, le développement de la créativité, les stimulations de l'intelligence collective. Quelles sont aujourd'hui les limites que vous vivez chez Total, ou chacun dans vos organisations, pour que ces modèles, puisqu'on voit qui peut être la richesse apportée en tant qu'innovation, quelles sont les limites que les freins à mettre en place ces modèles dans les organisations? Déjà, c'est une posture individuelle du manager. Donc, je pense qu'il y a une posture individuelle. L'autre chose, c'est les objectifs. Des fois, on donne des objectifs à atteindre aux gens qui sont très ciblés par rapport à un rôle fonctionnel et pas par un rôle plus collaboratif. On met des objectifs et donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont protéger des ressources, protéger. Et moi, je dis toujours, c'est que la personne qui travaille pour la performance, il faut qu'il soit altruiste, qu'il ne pense pas qu'à son petit carré. Il faut qu'il pense à atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise avec les autres. Absolument. Et des fois, on est dans cette dualité entre des objectifs individuels très fonctionnels. Aujourd'hui, c'est un peu le frein. Nous, chez Total, aujourd'hui, on a beaucoup je dirais, on est beaucoup de chance parce qu'il y a un gros projet RH qui est complètement aligné avec cette façon de travailler. Donc, nous, on s'inscrit complètement. Et on dit qu'on est un peu on donne les outils, on donne les rituels managériels pour pouvoir maintenir ou inciter les gens à garder cette notion de partage et des objectifs transverses par des pilotes de processus, par du management visuel de la performance. Et donc, nous, on essaye de changer la façon de manager et finalement, en fine, la façon de travailler en induisant des nouvelles façons de travailler. Voilà un petit peu, mais je pense que ça, c'est un des freins aujourd'hui. Et aussi, c'est que pas tous les managers, et c'est une question individuelle, hein, pas tous, et ça arrive à chacun d'entre nous dans différents domaines, hein, on est prêt à changer. Donc ça, c'est le challenge. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Aveline, je pense. Oui, en effet, la réponse, elle est là, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'innovation, elle va dépendre de chacun à son niveau. Est-ce qu'on est prêt à changer ou pas? Et je pense que oui, mais il y a cette notion de masse critique. Donc, à partir d'un certain moment, quand vous faites d'alignement de la stratégie avec chaque entité, avec chaque comité de direction de chaque entité, et que chacun met en mouvement, il met des projets transverses, les suit de façon systématique, petit à petit, ça devient un peu la façon de travailler. Donc, celui qui n'a pas changé, ça fait un peu… il y a une question émulation. On ne peut pas obliger les gens à changer. Il faut les embarquer. Mais l'émulation, c'est bon. En moins, chez Total, ça marche pas mal. Après, Marie-Agnès, il y a un point, à mon avis, qui semble clé, c'est la coalition du changement, en fait. C'est un sujet qui ne peut pas être traité par une seule personne, mais par une taille critique de personnes ayant envie de changer.
Et en fait, l'une des clés, selon moi, c'est d'arriver à réunir toutes ces personnes pour justement servir de terrain d'incubation à l'innovation. Et ces personnes-là sont partout dans l'entreprise. Je partage complètement ce que vous dites parce que tout à l'heure, Marie-Agnès, tu évoquais le fait qu'on arrive avec un angle de vue différent parce que décalé. Mais souvent, c'est parce qu'on est à contre-courant qu'au début, tout le monde fuit et va à l'opposé et n'a pas du tout envie d'innover. Et puis, au fur et à mesure, vous devenez intéressant parce qu'on vous regarde un petit peu comme un être un peu différent. Mais au fur et à mesure, vous arrivez à fédérer et c'est comme ça que tout le monde ensuite rame dans le même sens, dans le même objectif. Mais il y a cette phase quand même qui est une phase d'adoption où vous êtes soit le vilain petit canard, soit l'élément perturbateur, en tout cas celui qui casse le quotidien. Et au début, vous embarquez pas toujours. Hein. Il faut un petit peu de temps, il faut démontrer, il faut y aller par étapes ensuite pour emmener les gens pour que chacun puisse avoir sa personnalité et ramer dans le même sens. Donc, il faut des éléments qui soient comme ça, qui soient des agitateurs, des perturbateurs, mais pour embarquer tout le monde. Mais on a aussi des ressources qui n'ont pas trop envie de bouger et comment on les amène à nous pour pouvoir innover parce que justement, souvent, ces gens-là ont aussi beaucoup d'idées, mais ils les expriment différemment. Ouais, et moi, je veux dire qu'un des clés de la réussite, quelque chose que ça a très, très bien marché pour moi, chez Total, par exemple, c'est que au début, mon manager, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de crédibilité. Et je ne parle pas du niveau hiérarchique. Il avait vraiment un très bon niveau hiérarchique, mais ce n'est pas ça, c'est sa crédibilité. Il était écouté par tout le monde. Donc, des fois, il fallait faire des petits pas parce que lui, il n'était pas tout à fait encore câblé, mais ça a été la clé de la réussite. On a construit un vrai binôme. Et l'autre chose, c'est comprendre comment ça marche en entreprise. Moi, je travaille avec des gens très, très pragmatiques. Donc, si ça marche, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Donc, des fois, il faut trouver un pilote, quelqu'un qui veut jouer les jeux en premier, qui est prêt à se lancer. Et après, si ça marche, les autres vont suivre. Donc, il y a pour compléter, Hélène, et aller dans ton sens. Ouais. Mais complètement d'accord pour aussi l'avoir vécu. Il faut trouver une petite personne et puis c'est lui qui devient l'ambassadeur et qui fait le job à votre place ensuite parce que c'est lui qui va convaincre ses pairs. Et là, c'est gagné. C'est un vrai sujet. Très bien, on a un tout petit peu dépassé le temps. Si ça vous va, je vous propose qu'on arrête là. En tout cas, un grand merci à Sophie, à Grégory, à Maria-Inès pour ce beau partage, ces belles expériences. On va remettre la vidéo à disposition sur le site Pinkinov pour que vous puissiez la revoir. Et peut-être un petit mot de la fin à tous les trois. Sophie, Grégory, Maria-Inès. Moi, je peux dire que sans l'innovation, on s'ennuierait. C'est vrai. Moi, j'ai envie de dire persévérer. Je pense que c'est un sujet clé. En écoutant Sophie et Grégory, et moi, je ne peux pas me mettre dehors, je dis passionné. En tout cas, bravo, merci à tous. Merci pour ce partage. Merci d'avoir été présents et ravi de vivre peut-être une autre expérience ensemble sur un autre sujet. D'accord, super, merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci Véronique. On sera ravis de vous accueillir dans Pinkinov. N'hésitez pas d'aller voir notre site et de devenir membre si vous ne l'êtes pas déjà. On sera ravis de vous accueillir et de faire beaucoup de choses ensemble. Super, merci Véronique. À bientôt. Véronique. À bientôt. Merci, Au revoir. Hélène, merci Lou. Au revoir. Au revoir. Au revoir.